Quand j'avais seulement 13 ans, je découvrais que parfois les personnes, qui devraient le plus prendre soin de vous sont les véritables ennemis dans votre vie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est mon histoire. Un exemple de tristesse et de dépression, mais encore plus de dépassement. Bonjour, mes chers, je m'appelle Lucie Bisset, mais tout le monde me connaît comme Mamie Lucie. J'ai 73 ans et je suis née à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, en 1952. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire que j'ai portée dans mon cœur pendant plus de 60 ans, quelque chose que je n'ai jamais dit, même à mes propres enfants. Alors si vous me regardez maintenant, s'il vous plaît, commentez d'où vous regardez. Peut être de Bordeaux, peut être de Marseille, peut être de Lille, peut être même de l'extérieur de la France. Je veux apprendre à connaître chacun de vous. Eh bien, mon histoire commence en 1965, quand j'avais 10 ans. Nous étions une famille simple, vivant dans une petite maison de 3 chambres à Saint-Nazaire. Mon père, Georges Bisset, travaillait comme chauffeur de camion, faisant des livraisons à travers la Bretagne. Il était absent pendant des jours, parfois des semaines entières. Ma mère, Constance Bisset, était couturière, prenant des vêtements des dames riches de la ville pour les laver et les repasser. Notre maison avait toujours des cordes à linge pleines, des draps balançant au vent. J'étais la 4e enfant, la seule fille après 3 garçons. Antoine avait 19 ans, Joseph, 17 ans, et Robert, 15 ans. Dans l'esprit de mon père, avoir une fille après 3 garçons était une bénédiction de Dieu. Il m'appelait sa petite princesse, gardait des bonbons dans la poche de sa chemise pour me les donner quand il revenait de voyage, me portait dans ses bras jusqu'à mes 11 ans. Même si j'étais déjà grande, quand il était à la maison, je me sentais comme la personne la plus protégée au monde. Mais mon père était de moins en moins à la maison. Les voyages devenaient plus longs, les livraisons plus lointaines. Parfois, il était sur la route pendant 20 jours. Et c'était lors d'une de ces longues absences que tout commençait à changer. C'était en mars 1965. La chaleur était encore forte en Bretagne. Ma mère était partie livrer des vêtements à une cliente et me laissait à la maison avec mes frères. Occupe-toi de la maison. Luce, disait-elle avant de partir, tes frères seront là. Demande-leur de l'aide si tu as besoin de quelque chose. Cet après-midi-là, je lavais la vaisselle dans l'évier de la cuisine. Quand je sentais quelqu'un derrière moi, c'était Antoine, l'aîné. Il s'approchait trop près, d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Lucie, tu deviens une jeune femme, tu sais, disait-il, avec une voix différente qui me donnait des frissons dans le dos. J'essayais de m'éloigner, mais il saisissait mon bras. « Que fais-tu, Antoine ?» demandai-je, effrayée. « Like moi, je finis la vaisselle. » C'est alors que Joseph entrait dans la cuisine. Je pensais qu'il allait se disputer avec Antoine, me défendre, mais le sourire sur son visage me disait autre chose. Ils avaient planifié quelque chose, je pouvais le sentir.
Robert apparaissait peu après, s'appuyant sur le chambranle de la porte, avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Maman ne reviendra pas avant ce soir, disait Joseph. Personne ne saura qui se passait dans cette cuisine cet après-midi-là. Et quelque chose qui me rend encore nauseuse à me souvenir, c'était mes frères, les personnes qui auraient dû me protéger, me défendre. Mais ce jour-là, ils étaient mes bourreaux, tous les trois ensemble, planifiant, comme si j'étais un animal, une chose, pas leur sœur. Quand c'était fini, Robert, le plus jeune, qui n'avait que 15 ans, disait quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Si tu le dis à quelqu'un, personne ne te croira. Ils diront que tu es une menteuse, que tu l'as voulu. Je restais allongée sur le sol de la cuisine pendant presque 1 heure après leur départ. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Quand je réussissais enfin à bouger, j'allais directement dans la salle de bain. Je douchais jusqu'à ce que l'eau s'épuise, frottant ma peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge, comme si je pouvais nettoyer ce qui s'était passé quand ma mère arrivait. Prétendre que tout allait bien était la chose la plus difficile que j'avais jamais faite de ma vie. Tout va bien. Lucy, demandait-elle, remarquant mes yeux gonflés. Oui, maman, juste un petit mal de tête. Seigneur, cette nuit-là, je verrouillai la porte de ma chambre et poussai la commode contre elle, mais ça n'aidait pas. Le lendemain matin, quand ma mère partait au marché, il revenait. Antoine enfonçait la porte d'un coup, qui repoussait la commode. Inutile de t'enfermer, idiote, disait-il, avec Joseph et Robert juste derrière lui. Cette maison est aussi à nous, et ainsi commençait mon enfer personnel. Chaque fois que ma mère partait, chaque absence de mon père était une condamnation. Ils se relayaient, l'un surveillait si quelqu'un venait, pendant que les autres, je ne peux même pas compléter la phrase. Les abus devenaient plus fréquents, plus violents. Ils savaient exactement quand ils pouvaient agir. Ils connaissaient mieux la routine de ma mère qu'elle-même. Ils savaient que les mardis, elle livrait des vêtements et ensuite restait discuter avec les voisines en fin d'après-midi. Ils savaient que les samedis, elle allait au marché et prenait au moins 2 heures. Et ils savaient que mon père ne reviendrait qu'après de nombreux jours sur la route. Je commençais à changer d'une fille joyeuse, bavarde. Je devenais une ombre. Je cessais de manger correctement, perdais du poids, avais toujours des cernes sous les yeux. À l'école, mes notes chutaient. Moi, qui avais toujours été une bonne élève, je commençais à avoir de mauvaises notes, à manquer des cours. Qu'est t'arrive-t-il, Lucy? Demandait ma professeure un jour. Tu as toujours été si diligente. Je voulais tellement dire la vérité à ce moment-là, mais les mots de Robert résonnaient dans ma tête. Personne ne te croira. Et je commençais moi-même à douter de ce qui se passait. Avais-je fait quelque chose pour provoquer ça? Était-ce ma faute? Je me torturais avec ces questions chaque jour à la maison.
Je commençais à m'habiller différemment. Je portais des vêtements amples, mojés, essayant de me cacher Kimiranda, invisible. Je coupais mes cheveux courts, cessais de sourire. Je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas attirer l'attention, mais rien ne fonctionnait. Les choses ne faisaient qu'empirer. Un jour, après un abus particulièrement violent, Joseph me tenait par les bras pendant qu'Antoine approchait son visage du mien. Si tu essaies de le dire à papa quand il rentrera, nous dirons que tu nous as aguichés, que tu taquinais aussi les garçons à l'école, que tu n'es pas une bonne fille. À ton avis, qui croira-t-il? Ses 3 fils ou la fille qui agit bizarrement? Leur manipulation était cruelle, calculée. Ils savaient exactement quoi dire pour me garder silencieuse, pour me faire sentir coupable. Ils commençaient même à inventer des histoires pour ma mère, disant qui m'avait vu parler à des garçons plus âgés au coin de la rue. Lucie devient aguicheuse. Maman, disait Antoine à la table du dîner. L'autre jour, je l'ai vu discuter avec un gars qui travaille déjà. Ma mère me regardait soupçonneuse, inquiète. Ist vrai, ma fille? Non, maman, je te jure que c'est pas vrai. Elle ment, insistait Joseph. Nous l'avons vu progressivement. Il détruisait aussi ma relation avec ma mère. Elle commençait à me méfier, à me surveiller davantage, mais pas de la manière dont j'avais besoin. Elle surveillait pour voir si je ne donnais pas de raison aux garçons, si je ne me comportais pas de manière inappropriée. La seule chose qui me donnait de la force était de penser au retour de mon père. Quand il était à la maison, il n'osait pas m'approcher. Mon père avait toujours été mon protecteur, mon héros. S'il savait, mais comment pouvais-je lui dire? Comment pouvais-je le faire croire? Les mois passaient et mon corps commençait à montrer des signes qui ne pouvait plus supporter. Je commençais à avoir des saignements hors de mes périodes menstruelles, des douleurs qui me faisaient m'évanouir, de la fièvre qui allait et venait sans explication. On est nuit. Après un abus particulièrement violent, par tous les 3, je commençais à saigner abondamment. Ce n'était pas une menstruation, c'était quelque chose de pire. Je ressentais une douleur si forte que je m'évanouissais dans la salle de bain. Je me réveillais sur le sol, entourée de flaques de sang, sans même la force de crier pour demander de l'aide. Robert me trouvait ainsi. Je voyais la panique dans ses yeux. Joseph, Antoine. Wenn es ici criait-il, je pense que cette fois, nous sommes allés trop loin. Il me portait au lit, nettoyait la salle de bain, changeait mes vêtements. Ils étaient en panique. Si quelqu'un découvre, nous sommes finis, disait Antoine. Nous dirons qu'elle est tombée dans les escaliers de l'arrière. Il me laissait dans la chambre, encore saignante, mais moins. La douleur était insupportable, mais je n'avais même plus la force de pleurer. Je priais juste, demandant à Dieu de m'emmener loin de là, de n'importe quelle manière, cette nuit-là, par un miracle dont je suis encore reconnaissante aujourd'hui. Mon père rentrait tôt de son voyage. Il était censé arriver seulement le lendemain, mais
réussissait à terminer son travail plus tôt. Je me souviens de lui entrant dans la chambre, dans l'obscurité pour me donner un baiser de bonne nuit, comme il le faisait toujours en rentrant de voyage. Je me souviens de lui allumant la lumière quand il réalisait, que quelque chose n'allait pas. L'osier, ma fille, réveille-toi, appelait-il, me secouant doucement. Sa main touchait le drap, mouillé de sang. Mon Dieu, que s'est-il passé ici? Constance, viens ici tout de suite. J'ouvrais les yeux avec difficulté et voyais mon père, mon Hirosh, avec des yeux pleins de larmes et de terreur. J'essayais de sourire, essayais de dire que j'étais heureuse qu'il soit de retour, mais je ne pouvais que murmurer « Papa, aide-moi ». Et c'était la dernière chose que je disais avant de m'évanouir à nouveau, la désespération dans la voix de mon père, appelant ma mère. Les chaos qui envahissaient la maison, le trajet jusqu'à l'hôpital, tout cela est des parties confuses dans ma mémoire, mais je me souviens clairement du regard dans les yeux de mes frères quand ils me sortaient de la maison, portés dans les bras de mon père, un regard de pure terreur, pas pour ma santé, mais pour ce qui viendrait ensuite. Il savait que cette fois, il n'y aurait aucun moyen de le cacher. J'arrivais à l'hôpital Saint-Nicolas, presque sans vie. Ma tension artérielle était très basse. J'avais perdu beaucoup de sang. J'entendais les voix des médecins comme si elles étaient très loin, disant des choses que je ne comprenais pas tout à fait, mais une phrase restée gravée dans ma mémoire pour toujours. Cette fille a été victime d'abus sexuels continus et violents. Nous devons appeler la police immédiatement. La salle d'urgence devenait un tourbillon. Mon père, qui avait toujours été un homme calme, commençait à crier, à casser des choses. Il fallait 3 infirmiers pour le retenir. Je n'avais jamais vu mon père ainsi. Qui a fait ça à ma fille? Qui cria-t-il avec une désespération qui me brisait le cœur. Ma mère pleurait dans un coin en état de choc, se balançant d'avant en arrière comme un enfant effrayé. On aurait dit qu'elle ne pouvait pas traiter ce qui se passait, pendant que les médecins s'empressaient de me stabiliser. Une travailleuse sociale entrait dans la pièce, c'était une jeune femme aux yeux doux et à la voix calme. Elle s'approchait de mon lit et prenait ma main. « Lucy, je m'appelle Margot Dubois. Je suis ici pour t'aider. Peux-tu me dire qui t'a fait ça ?» J'ouvrais la bouche, mais les mots ne sortaient pas. Je regardais mon père, détruit par la douleur, appuyé contre le mur. Je regardais ma mère, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Comment pouvais-je dire la vérité? Comment pouvais-je détruire complètement notre famille? C'était un groupe de gars sur le chemin du retour de l'école, murmurais-je. Le mensonge sortait presque sans y penser. Je ne les connais pas. Ils venaient de l'extérieur de la ville. Mon premier mensonge, ce serait le premier de nombreux que je dirai dans les mois à venir, des mensonges pour protéger ceux qui ne méritaient pas de protection, des mensonges qui me corroderaient de l'intérieur comme de l'acide. Je passais une semaine à l'hôpital, je devais subir
une opération d'urgence. Le médecin disait que le traumatisme interne était si grave que j'avais presque perdu mon utérus à 13 ans. Je pourrais ne jamais pouvoir avoir d'enfant, avertissait-il mes parents. Pendant cette semaine, je ne voyais pas mes frères une seule fois. Mon père et ma mère se relayaient à mes côtés jour et nuit. Mon père tenait ma main pendant que je dormais et quand je me réveillais, il était là avec des cernes profonds et une barbe non rasée. Je trouverais qui a fait ça. Princesse, promettait-il. Même si je dois retourner toute cette ville, la police venait plusieurs fois, ils posaient les mêmes questions et je donnais les mêmes réponses vagues. Je ne savais pas décrire les agresseurs. Je ne savais pas d'où ils venaient. J'étais sûre de rien. Les officiers échangeaient des regards suspicieux. Ils savaient que je cachais quelque chose. Ma fille, tu dois nous aider, disait un détective aux cheveux gris. Si tu ne dis pas la vérité, ces hommes pourraient faire la même chose à d'autres filles. Cela me tourmentait, pense que mes propres frères pourraient faire du mal à d'autres filles, mais en même temps, comment pouvais-je détruire ma famille? Comment pouvais-je faire que mon père perde non seulement sa fille, mais aussi ses 3 fils? La nuit avant ma sortie, j'avais une visite inattendue. Ma mère était rentrée à la maison pour se doucher et mon père était allé acheter quelque chose à manger à la cafétéria de l'hôpital. J'étais seule dans la pièce pendant presque 1 heure. La porte s'ouvrait lentement et Robert entrait, mon frère cadet. À peine 2 ans de plus que moi, était méconnaissable, maigre, pelé, avec des cernes profonds. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en 1 semaine. Mon premier réflexe était de crier, mais il levait les mains en signe de reddition. Lucie, s'il te plaît. Ici, juste venir dire quoi que il commençait à pleurer. Quelque chose que je n'avais jamais vu faire auparavant, que je suis tellement désolée, vraiment désolée. Je restais silencieuse, observant ce garçon qui avait participé à mon tourment, maintenant réduit à des larmes devant moi. Antoine et Joseph disaient que si je ne participais pas, ils me battraient, que j'étais pas un vrai homme. Je ne voulais pas te hurle, que je ne voulais pas va-t'en. Était tout ce que je pouvais dire avant que papa ne revienne. Il est suspicieux de nous. Tu sais, il a posé plusieurs questions sur où nous étions ce jour-là. Il demande aux voisins s'ils ont vu quelque chose d'étrange. Antoine est en panique. Je ne répondais pas. Une partie de moi voulait que mon père découvre tout, que justice soit faite, mais une autre partie savait que cela détruirait notre famille pour toujours. Tu n'as rien dit, n'est-ce pas? Demandait Robert, nerveux. Si tu parles, va-t'en, répétai-je, plus fermement. Je ne veux pas entendre de menaces. C'est pas une menace, disait-il, s'approchant de la porte. C'est juste que, tu sais que moi et papa, s'il découvre, il nous tuera, littéralement. Il partait avant que je puisse répondre. Je fixais la porte fermée, des larmes coulant sur mon visage, car le pire était qu'il avait raison, mon père, toujours si calme, était mente, avait une limite
Et cette limite était ma sécurité. Je rentrais, à la maison, un dimanche après-midi. Mon père avait nettoyé et arrangé ma chambre, acheté un nouveau couvre-lit, même peint les murs en jaune clair, que j'avais toujours aimé, pour que tu te sentes dans un nouvel endroit, expliquait-il. Un nouveau départ, un nouveau verrou robuste avait été installé sur la porte. Mon père me remettait solennellement la clé. Personne n'entre ici sans ta permission. Personne. Les premiers jours à la maison étaient étranges. Mes frères apparaissaient à peine quand j'étais dans les pièces communes. Ils partaient tôt et revenaient tard, évitant de me rencontrer, où mon père, ma mère essayaient d'agir normalement, comme si tout reviendrait à ce que c'était avant. Elle préparait mes plats préférés, me coiffait comme quand j'étais petite, essayait de me faire sourire. Ma fille, tu dois manger, insistait-elle, voyant que je touchais à peine à la nourriture. Tu dois reprendre des forces. Mais comment expliquer que chaque bouchée était un effort immense, que je ressentais pas la faim, ne ressentais rien d'autre qu'un immense vide. Mon père prolongeait son congé du travail. Il disait qu'il ne retournerait pas sur la route avant que je sois complètement rétablie et que les bandits soient attrapés. Il passait des jours au commissariat, discutant avec les enquêteurs, offrant des récompenses, faisant des affiches avec la vague description que je donnais des agresseurs imaginaires. La nuit, il s'asseyait au bord de mon lit et tenait ma main jusqu'à ce que je m'endorme. Rien de mal ne t'arrivera plus. Princesse, promettait-il. Plus jamais, mais le mal était déjà fait et il vivait sous le même toit. Les cauchemars commençaient presque immédiatement. Je me réveillais en criant au milieu de la nuit, froide, en sueur, revivant chaque moment d'horreur. Mon père accourait, me serrait dans ses bras, essayait de me calmer. Parfois, je m'agitais tellement que je devais prendre les médicaments que le médecin prescrivait. Ce sont que des rêves. Ma fille, disait-il, essuyant mes larmes, ils ne peuvent pas te faire mal. Mais c'était pas seulement des rêves, c'était des souvenirs qui m'entraient pendant des décennies à l'école. Les choses n'étaient pas meilleures. Bien que personne ne sache officiellement ce qui m'était arrivé, les rumeurs se répandaient comme un feu de forêt. Les petites villes ont de grandes oreilles et des bouches encore plus grandes. Regarde la fille qui a été attaquée, chuchotait-il dans les couloirs quand je retournais en classe, presque un mois plus tard. On dit que c'était des hommes de l'extérieur, toute une bande. Certaines personnes me traitaient comme si j'avais une maladie contagieuse, d'autres avec une pitié si profonde que c'était presque pire. Mes amis ne savaient pas comment agir autour de moi. Quoi dire, comment se comporter. Je commençais à m'isoler de plus en plus. Je passais les récréations seule, assis sous un arbre dans la cour, loin des regards et des chuchotements. Mes notes, qui étaient déjà mauvaises, devenaient encore pires. Les professeurs essayaient d'être compréhensifs, mais je pouvais voir la frustration dans leurs yeux. Lucie était une élève si prometteuse. Entendais-je la directrice
commenté à ma professeure alors que je passais près de son bureau: «C'est dommage que tout cela soit arrivé. Pourra-t-elle se rétablir?» Heu, à la maison, la tension était palpable. Mon père, continuait sa croisade pour trouver les coupables, de plus en plus frustré par le manque de progrès. Ma mère essayait de maintenir, la paix, marchant toujours sur la pointe des pieds, comme si elle craignait que le moindre bruit puisse briser encore plus notre famille déjà brisée. Mes frères développaient différentes stratégies. Antoine, l'aîné, et leur leader, agissaient comme si, rien ne s'était, passé. Parfois, il essayait même d'être, gentil avec moi, offrait de l'aide pour les devoirs, demandait si je voulais regarder la télévision. «Je m'inquiète pour toi, petite sœur», disait-il, avec une fausseté, qui me donnait la nausée. Nous devons rester unis dans ce moment difficile. Joseph Lecavet optait pour une distance totale. Il passait plus de temps hors de la maison, obtenait un travail dans un atelier de mécanique, rentrait juste pour dormir. Quand nous étions forcés d'être dans le même environnement, comme au dîner, il ne levait pas les yeux de son assiette, ne me disait pas un mot. Robert, le plus jeune, semblait aussi détruit que moi. Il perdait visiblement du poids, avait des cauchemars comme les miens, sursautait quand quelqu'un le touchait de manière inattendue. Plusieurs fois, je le surprenais à m'observer de loin avec des yeux pleins de remords et de peur. Une nuit, environ 3 mois après l'hôpital, j'entendais une violente dispute dans la chambre de mes parents. Mon père élevait rarement la voix. Alors j'étais immédiatement en alerte. Il y a quelque chose qui ne va pas dans toute cette histoire. Constance, criait-il, ne vois-tu pas? Ces garçons agissent très étrangement. Qu'est-ce que Georges, répondait ma mère, sa voix tremblante. Pour l'amour de Dieu, ce sont tes fils et elle est aussi ma fille. Regarde-la, Constance. Regarde, c'est qu'ils ont fait à notre fille. Elle ne dort pas, ne mange pas, ne sourit plus. Ses yeux ne sont plus ceux d'une enfant. C'était la faute de ces voyous, de ces bandits que personne n'a vu, que personne ne connaît, qui n'ont laissé aucun indice à Saint-Nazaire, où tout le monde connaît tout le monde. Je retenais mon souffle. Mon père était suspicieux. Son instinct protecteur flairait la vérité derrière mes mensonges. Robert a presque fait un malaise quand je lui ai demandé où il était cet après-midi-là. Continuait mon père. Joseph ne peut même pas me regarder en face. Et Antoine. Antoine est agressif, sur la défensive tout le temps. Il a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. Constance, tu délires, insistait ma mère. Mais sa voix trahissait son incertitude. C'est la fatigue, l'inquiétude. Tu n'as pas dormi correctement depuis des mois. Je vais découvrir la vérité, déclarait mon père, avec une détermination qui me faisait trembler d'une manière ou d'une autre. Je fermais la porte de ma chambre et pleurais silencieusement jusqu'à ce que je m'endorme. La vérité approchait comme une tempête à l'horizon, et quand elle arriverait, elle balayerait tout sur son passage.
C'était un mardi de juin 1966, presque 4 mois après mon séjour à l'hôpital. Ce jour-là commençait comme n'importe quel autre dans cette nouvelle routine sombre, hein, que nous avions établie. Mon père partait tôt pour aller au commissariat, comme il le faisait presque tous les jours. Ma mère était dans la cour arrière, étendant des vêtements sur la corde à linge. J'étais dans le salon, essayant de me concentrer sur une leçon de mathématiques que je ne comprenais pas. Antoine entrait dans la pièce sans faire de bruit. Quand je réalisais, il était déjà assis à côté de moi sur le canapé. Je sentais tout mon corps se figer de peur. Nous devons parler, Luce, disait-il, avec cette voix faussement douce qu'il avait adoptée ces derniers mois. Cette situation ne peut pas continuer ainsi. Je me levai immédiatement, prête à courir, mais il saisissait mon bras. « Calme-toi, je ne vais pas te faire mal, disait-il, mais sa prise disait autre chose. Je veux juste que tu comprennes quelque chose. Papa est suspicieux de nous. » Haye, il a posé un tas de questions à Robert et le petit a presque tout révélé. Si arrive, toute la famille s'effondre. Est-ce ce que tu veux? Je regardais dans ses yeux qui étaient autrefois ceux d'un frère et maintenant ceux d'un monstre, et trouvais un courage que je ne savais pas avoir. Lâche mon bras. Maintenant, disais-je à travers mes dents serrées, ne me touche plus jamais. Il semblait surpris par ma réaction. Il relâchait mon bras lentement. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Si tu dis la vérité, papa non stuera. Littéralement, veux-tu avoir ça sur la conscience? Vous n'avez pas pensé à ma vie quand vous avez fait ce que vous avez fait, répondais-je, avec des larmes coulant sur mon visage. Pourquoi devrais-je penser à la vôtre maintenant? Antoine devenait rouge de colère. Il se levait, me dominant de toute sa hauteur. Intimidant. Tu vas garder cette bouche fermée, disait-il, s'approchant à nouveau. Oh, je te jure que il n'avait pas le temps de finir la phrase. La porte du salon s'ouvrait violemment, frappant le mur. Mon père était là, tenant un dossier de documents, son visage blanc comme du papier. « Éloigne-toi de ma fille », disait-il, d'une voix que je ne reconnaissais pas, basse, contrôlée, mais chargée d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Antoine reculait de 2 pas, levant les mains. « Papa, c'est pas ce que tu penses. » Mon père jetait le dossier sur la table centrale, des papiers s'éparpillaient sur le sol. Je reconnaissais l'entête de l'hôpital. Je viens de rentrer de l'hôpital, disait mon père, toujours avec cette voix contrôlée. Et terrible. Je suis allée chercher des copies des examens de Lucie. Je voulais les envoyer à un spécialiste à Rennes. Il ramassait un des papiers sur le sol et le tenait comme si c'était quelque chose de venimeux. Savez-vous ce qui est écrit ici? Antoine, le médecin a documenté les blessures de votre sœur en détail. Et savez-vous ce qu'il a écrit d'autre? Que ces blessures étaient cohérentes avec des abus répétés sur une longue période. Ce n'était pas une seule attaque.
comme Lucie l'a dit, c'était des mois, mon père se tournait vers moi avec des larmes dans les yeux. Pourquoi tu menti? Ma fille, pourquoi tu protégeais celui qui t'a fait ça? J'ouvrais la bouche, mais ne pouvais pas parler. Les mots restaient coincés dans ma gorge, étouffés par des mots de peur. Et de honte, papa, elle est confuse. Essayez d'intervenir, Antoine. Les médecins eux-mêmes ont dit que le traumatisme peut affecter la mémoire. Tais-toi, rugissait mon père, perdant enfin le contrôle. J'ai entendu la fin de votre conversation. Tu vas garder cette bouche fermée. De quoi a-t-elle besoin de garder le secret, Antoine? De quoi? À ce moment, la porte de la cuisine s'ouvrait et Joseph entrait. Il s'arrêtait dès qu'il voyait la scène dans le salon, comme un animal pris dans le viseur d'un fusil. Bien que tu sois arrivé, Joseph, disait mon père, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je voulais justement te parler aussi. Joseph me regardait, Antoine, les papiers éparpillés sur le sol, et comprenait immédiatement ce qui se passait. Papa, je peux expliquer, commençait-il, mais mon père levait la main, l'interrompant, va chercher ta mère, ordonnait mon père, et ensuite trouve Robert, je veux tout le monde dans cette pièce, dans 5 minutes. Joseph hésitait, considérant clairement de s'enfuir, mais quelque chose dans le regard de mon père le faisait obéir. Il sortait vers la cour arrière, appelant ma mère. Mon père s'approchait de moi et prenait mes mains. Lucie, ma fille, j'ai besoin que tu sois courageuse maintenant. J'ai besoin que tu dises la vérité, toute la vérité, peu un peu, importe combien c'est douloureux. Je regardais Antoine qui me fixait avec une haine palpable. Je regardais la porte par laquelle Joseph était sorti. Je pensais à Robert qui était probablement dans un coin de la maison, se cachant de ses propres cauchemars. C'était eux. Papa, murmurai-je enfin. Les mots presque inaudibles, c'étaient mes frères. Mon père fermait les yeux un instant, comme s'il avait reçu un coup physique quand il les rouvrait. Je voyais que quelque chose avait changé en lui pour toujours. Depuis combien de temps? Demandait-il, sa voix tremblante. Depuis mars, quand tu as fait ce long voyage en Normandie, 3 mois, murmurait-il, faisant le calcul. Mon Dieu, 3 mois, y a peu. Ma mère accourait dans le salon, le visage inquiet. Joseph venait juste derrière, pâle comme un fantôme. Que se passait-il, Georges? Demandait-elle, regardant la scène chaotique dans la pièce. Où est Robert? Demandait mon père. Ignorant sa question, il ne sait pas, répondait Joseph. Il n'est ni dans la chambre, ni dans la cour, peu importe, disait mon père, se levant. Lucie vient de me dire la vérité sur qui l'a vraiment blessé. Ma mère mettait sa main sur sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. Elle savait, au fond, peut-être l'avait-elle toujours su. Ce n'est pas vrai, disait Antoine, essayant de garder son calme. Elle est confuse, traumatisée. Elle invente. Oui, c'est vrai,
disais-je, avec une force que je ne savais pas avoir tous les trois. Depuis mars, chaque fois que maman partait, ma mère tombait à genoux sur le sol, sanglotante. Joseph s'appuyait contre le mur, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. Antoine restait debout, défiant, mais son visage avait perdu toute couleur. CI qui se passait ensuite était comme une explosion ralentie. Mon père, toujours si calme et contenu, se transformait en une force de la nature. Il avançait sur Antoine avec un rugissement qui semblait venir des profondeurs de la terre. Le premier coup surprenait mon frère, le projetant contre la bibliothèque. « Georges, non !» criait ma mère, essayant de se lever, mais il était trop tard. Des années de colère contenues, des mois de frustration impuissante, la révélation de la trahison la plus profonde, tout explosait à ce moment. Mon père soulevait Antoine par le col et continuait à le frapper, tout en criant des choses que je ne pensais jamais entendre de lui. Joseph essayait d'intervenir, tirant mon père en arrière, mais finissait par prendre un coup qui le jetait au sol. Ma mère criait « Yekries !» Le salon s'était transformé en champ de bataille. Quand les voisins arrivaient, attirés par le tumulte, ils trouvaient mon père retenu par 3 hommes. Antoine saignant sur le sol, Joseph appuyé contre le mur avec un nez cassé et ma mère essayant de me protéger dans un coin de la pièce. « Il est devenu fou », disait quelqu'un, « appelez la police ». Quelques minutes plus tard, des voitures de police remplissaient notre rue. Des officiers entraient dans la maison, séparant tout le monde. L'un d'eux, qui connaissait mon père du temps passé au commissariat, essayait de le calmer. « Georges, pour l'amour de Dieu, que s'est-il passé ici ?» Et mes propres fils, ils, mon père ne pouvait pas compléter la phrase, étouffé par la colère et la douleur. C'était moi qui parlais avec une clarté surprenante. Je racontais tout à la police, chaque détail, chaque abus, chaque menace. C'était comme si un barrage s'était rompu en moi et la vérité coulait de manière incontrôlable. La police écoutait en silence, leur visage se durcissant à chaque mot. Quand je finissais, l'un d'eux se tournait vers Antoine et « Joseph, vous êtes en état d'arrestation ». Et Robert demandait à un officier plus jeune, était-il aussi impliqué aussi, confirmai-je, avec des larmes dans les yeux, mais il était forcé par les autres. Ils l'ont menacé de le battre s'il ne participait pas. À ce moment, comme s'il avait été invoqué, Robert apparaissait à la porte du salon. Il avait tout entendu, caché dans un coin. Son visage était trempé de larmes, ses yeux rouges d'avoir tant pleuré. « C'est vrai », disait-il, sa voix étouffée. « Yen faisais partie. Je mérite aussi d'être arrêté. » Mon père, qui était soigné par un ambulancier, regardait Robert avec un mélange de mépris et de pitié. « Tu n'es plus mon fils », disait-il simplement. « Aucun de vous ne l'est, Antoine. » Et Joseph était emmené menotté dans la voiture de police. Robert était placé dans une autre, sans menottes, mais également en état d'arrestation. Avant de monter dans la voiture, il me regardait
une dernière fois. Pardonne-moi, Luce, disait-il, et si bas que je l'entendais à peine. Je sais que je ne le mérite pas, mais pardonne-moi, je ne répondais pas. Il n'y avait pas de pardon en moi à ce moment. Juste un immense bide, comme si quelque chose de vital avait été arraché de ma poitrine. Dans les semaines qui suivaient, notre famille devenait le principal sujet de la ville. Les journaux locaux rapportaient l'affaire avec des titres sensationnalistes. Frère abuseur arrêté à Saint-Nazaire. Un père découvre l'horreur familiale et devient violent. Famille détruite par un terrible secret. Le procès était rapide pour les normes de l'époque. Il y avait des preuves médicales, mon témoignage. La confession de Robert Antoine et Joseph étaient condamnés à 12 ans de prison chacun. Robert, étant mineur et ayant confessé spontanément, recevait une peine plus légère. 6 ans dans un centre de détention pour mineurs. Mon père n'était plus jamais le même. L'homme doux, souriant, que je connaissais, disparaissait cet après-midi de juin. À sa place restait une coquille, un homme brisé par la culpabilité et la colère. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux sans pleurer. Ne pouvait pas parler de ce qui s'était passé sans que ses mains tremblent. J'aurais dû remarquer, répétait-il, comme un mantra. J'aurais dû rester plus à la maison, prêter plus d'attention. Je t'ai laissé tomber. Princesse, ma mère tombait dans une profonde dépression. Elle passait des jours au lit, ne mangeant pas, ne parlant pas. Quand elle commençait enfin à se lever à nouveau, c'était comme si elle avait vieilli de 20 ans. Ses cheveux devenaient complètement blancs en quelques mois. Comment n'ai-je pas remarqué? Se torturait-elle? Comment une mère ne remarque-t-elle pas quelque chose comme ça? Notre maison, autrefois pleine de voix et de mouvements, devenait un mausolée. Les chambres de mes frères étaient verrouillées, leurs affaires rangées dans des boîtes au grenier. Nous ne mentions jamais leur nom à haute voix à nouveau, comme s'ils étaient une malédiction. À l'école, la situation devenait insupportable. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide, comme si j'étais une attraction de cirque. C'est elle, la fille, qui a été abusée par ses propres frères. On dit que le père a presque tué ses fils quand il l'a découvert. Toute la famille est devenue folle. D'après ce que j'ai entendu, je ne pouvais pas le supporter. Après 2 semaines, à essayer d'affronter ses regards et chuchotements, je suppliais mes parents de changer d'école. Mais mon père avait une autre idée. Quittons cet endroit, disait-il une nuit, pendant un dîner silencieux. Il n'y a rien pour nous dans cette ville, juste de mauvais souvenirs. En août 1966, nous laissions Saint-Nazaire derrière nous. Mon père demandait un transfert à la compagnie de transport. Et nous allions à Vannes, à presque 100 kilomètres, une ville où personne ne nous connaissait, où nous ne serions pas la famille de ce terrible cas. Nous laissions derrière la maison les meubles, les photographies, presque tout ce qui pouvait nous rappeler le passé. Nous commencions de zéro dans un petit appartement en centre-ville.
près de la rivière de Vannes. Mais comme je découvrais douloureusement, peu importe à quelle distance vous fuyez, certaines choses, vous les portez à l'intérieur de vous comme des chaînes invisibles qui ne se détachent jamais complètement. Les premiers mois à Vannes étaient comme vivre dans une bulle protectrice. Moi, qui avais toujours vécu dans une ville plate, comme Saint-Nazaire, je me trouvais maintenant entourée de collines, de bâtiments historiques et d'un brouillard qui couvrait tous les matins froids. C'était comme si nous avions atterri dans un autre siècle, dans un autre monde. Nous commencions une nouvelle vie en août 1966. Je venais d'avoir 14 ans. Mon père obtenait un emploi stable au bureau de la compagnie de transport, sans avoir à voyager pour la première fois depuis que je me souvenais. Il serait présent tous les jours. Ma mère trouvait un petit travail dans une boulangerie près de chez nous, faisant des pâtisseries. C'était moins qu'elle gagnait comme couturière, mais ça la gardait occupée loin des pensées sombres. Il m'inscrivait dans une école catholique, l'Académie Sainte-Marie, là-bas. Personne ne connaissait mon passé, personne ne connaissait mon histoire. Pour tout le monde, j'étais juste la nouvelle fille, un peu silencieuse, un peu triste, mais juste une adolescente s'adaptant à un changement. Nous avons la chance de recommencer princesse, disait mon père, alors que nous marchions dans les rues pavées le week-end. Ici, personne ne nous connaît et personne ne sait ce que nous avons traversé. Mais je savais, mon corps savait, mon esprit savait, les cicatrices étaient toujours là, certaines visibles, la plupart invisibles aux yeux des autres. Les cauchemars ne s'arrêtaient pas avec le changement de ville. Presque chaque nuit, je me réveillais en criant Freud, en sueur, sentant des mains qui n'existaient pas me toucher. Mon père accourait toujours dans ma chambre, me serrait dans ses bras jusqu'à ce que j'arrête de trembler, parfois restant toute la nuit assis sur une chaise à côté de mon lit. Sapasera, ma fille, prometta, est-il, caressant mes cheveux. Avec le temps, ça passera, mais ça passait pas. En fait, les cauchemars devenaient plus élaborés, plus réalistes. Parfois, je rêvais que mes frères s'étaient échappés de prison et m'avaient trouvée à Vannes. Je me réveillais si terrifiée que je ne pouvais pas respirer, comme si des mains invisibles serraient ma gorge. Mes parents m'emmenaient chez un médecin qui prescrivait des somnifères, mais les comprimés n'empêchaient pas les cauchemars. Ils me laissaient juste piéger dedans, incapable de me réveiller. Après quelques nuits encore pires, j'arrêtais de les prendre à la nouvelle école. J'essayais de m'adapter. Les nonnes étaient strictes, mais Eustace, les autres filles essayaient de m'approcher, curieuse de l'élève transféré en milieu d'année, scolaire, mais je construisais des murs autour de moi, invisibles, mais impénétrables. Tu ne parles jamais de ton ancienne ville, commentait une camarade nommée Thérèse Simon un jour pendant la récréation. Ça t'est manqué. Non, répondais-je sèchement, rien ne me manque de là-bas. Et tes amis, ta famille,
Je ne veux pas en parler bientôt. Elles abandonnaient d'essayer de soutirer des informations de moi. Je devenais connue comme l'étrange, la peu sociable, celle sans amis, et je préférais ça ainsi. L'amitié signifiait la confiance, et je ne savais plus comment faire confiance. À la maison, mes parents essayaient de reconstruire une certaine normalité. Ma mère décorait le petit appartement avec des fleurs, des rideaux colorés, de petits objets qu'elle achetait au marché. Mon père apportait des livres, des chocolats, tout ce qu'il pensait pouvoir me faire sourire. Mais il y avait un fantôme entre nous, ou plutôt trois fantômes. Nous ne parlions jamais de mes frères, ne mentions jamais leur nom. C'était comme s'ils étaient morts, comme s'ils n'avaient jamais existé, mais leur absence était une présence constante, un trou noir qui aspirait toute joie. La nuit, j'entendais ma mère pleurer doucement dans sa chambre. Mon père essayait de la consoler, mais comment consoler une mère qui a perdu 3 fils en prison et découvrait qu'ils étaient des monstres? Comment gérer la culpabilité de ne pas avoir remarqué, de ne pas avoir protégé sa plus jeune fille? J'aurais dû le voir. Georges, disait-elle entre des sanglots. Comment une mère ne remarque-t-elle pas quelque chose comme ça? C'est pas ta faute, Constance, répondait mon père avec une voix fatiguée qui ne convainquait même pas lui-même. Ils nous ont tous trompés. 6 mois après notre déménagement à Vannes, une enveloppe arrivait par la poste. C'était du centre de détention pour mineurs de l'État. Une lettre de Robert. Mon père était furieux, voulait la brûler sans l'ouvrir. Ma mère suppliait de la lire. Elle est adressée à Lucie, disait ma mère, montrant mon nom sur l'enveloppe. Elle a le droit de décider. Mon père me regardait, ses yeux pleins de douleur et de colère. Tu n'as pas besoin de lire ça, Princess. Tu n'as pas besoin de les laisser revenir dans ta vie. Je prenais l'enveloppe avec des mains tremblantes. Yana savait que je voulais faire. Une partie de moi voulait la déchirer en 1000 morceaux. Une autre partie voulait savoir ce qu'il avait à dire. Je vais y réfléchir, répondais-je, mettant la lettre dans ma poche. Je ne sais pas encore. Je portais cette lettre avec moi pendant des semaines dans ma chambre, à l'école, lors de promenades en ville. Parfois, you Blaze, qu'elle était là. D'autres fois, c'était tout ce à quoi je pouvais penser, que pouvait dire Robert, qui changerait quoi que ce soit. Quel mot pourrait guérir ce qu'il et les autres avaient brisé un dimanche après-midi seul dans ma chambre pendant que mes parents étaient partis à la messe. J'avais enfin le courage, j'ouvrais l'enveloppe soigneusement, comme si elle pouvait contenir quelque chose de dangereux. L'écriture était petite et serrée, couvrant 4 pages entières. Je commençais à lire mon cœur, battant à tout rompre. Chère Lucie, je ne sais même pas par où commencer. Peut être en disant que je n'attends pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Et ceci, que nous t'avons fait est impardonnable. Je me réveille chaque jour dans cet endroit avec la même question. Comment ai-je pu faire quelque chose d'aussi horrible à ma propre sœur? Je ne ferai pas d'excuses.
Je ne dirai pas que c'était seulement la faute d'Antoine et de Joseph qu'ils m'ont forcé. Oui, ils m'ont mis la pression, ils m'ont menacé, mais j'avais le choix. J'aurais pu dire non, j'aurais pu le dire à maman, à papa, à quelqu'un. J'aurais pu te protéger comme un frère devrait le faire. Au lieu de ça, je suis devenue ton bourreau, une partie de ton cauchemar. Je fais de la thérapie ici. Le psychologue dit que je dois comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait pour ne jamais le répéter. Il dit que j'ai une chance de reconstruire ma vie quand je sortirai d'ici. Mais d'abord, je dois pleinement reconnaître le mal que j'ai causé et je le reconnais, lui aussi, chaque jour, chaque nuit, chaque moment où tu as souffert à cause de nous. Je porte ça avec moi, comme un poids qui ne disparaît jamais. Je ne te demande pas de me répondre. Je ne te demande pas de revenir dans ta vie. Je voulais juste que tu saches que je suis profondément désolée et que si je pouvais remonter le temps, j'aurais été le frère que tu méritais. Si un jour, dans de nombreuses années, tout reste que tu peux me donner la chance de demander pardon en personne, je serai là, mais je comprends parfaitement si ce jour n'arrive jamais. J'espère que tu réussis à reconstruire ta vie loin d'ici. J'espère qu'un jour, tu trouves la paix avec un remords sincère. Robert, oui, quand je finissais de lire, je réalisais que je pleurais. C'était pas des larmes de tristesse ou de colère, mais quelque chose de différent, quelque chose que je ne pouvais pas nommer, un mélange confus d'émotions qui me laissait épuiser. Je mettais la lettre dans un tiroir et ne répondais jamais, mais je ne la détruisais pas non plus. D'une certaine manière, ces mots écrits sur le papier étaient une reconnaissance de ce qui s'était passé, une confirmation que ce n'était pas un cauchemar, que je n'étais pas folle. Les mois passaient, se transformant en années. Je m'adaptais à la vie à Vannes, au rythme plus lent, aux traditions de cette ville historique. À l'école, je restais isolée, mais progressivement, certaines camarades traversaient mes barrières. Elles ne devenaient pas des amies proches, mais étaient une compagnie acceptable. L'une d'elles, Thérèse, la fille du pharmacien, était la première personne à qui je faisais confiance avec un peu de mon histoire. Je ne lui racontais pas tout. Évidemment, juste que j'avais traversé quelque chose de très difficile dans l'autre ville. Et c'était pourquoi nous avions déménagé. Ça devait être horrible, disait-elle, sans insister pour des détails. Ça l'était, répondais-je, surprise par ma propre sincérité. Mais j'essaie d'avancer. Si tu as besoin de parler, je suis là, offrait-elle, avec une simplicité qui me touchait. C'était la première fois que quelqu'un offrait de l'aide sans sembler mourir de curiosité, sans poser mille questions, sans me regarder comme une anomalie, juste offrant une présence, une compagnie, une oreille, si j'en avais besoin à la maison. Les choses s'amélioraient lentement, les cauchemars ne disparaissaient pas complètement,
mais devenait moins fréquent. Ma mère cessait de pleurer chaque nuit, commençait à sourire occasionnellement, surtout quand elle ramenait des histoires amusantes sur les dames qui fréquentaient la boulangerie. Mon père restait surprotecteur, voulant savoir où j'étais à chaque minute, appelant l'école si j'avais 10 minutes de retard à la maison. Mais même cela diminuait avec le temps, alors qu'il voyait que j'étais, d'une certaine manière, en train de survivre. En 1968, 2 ans après notre déménagement, quelque chose d'inattendu se passait. Une lettre arrivait, cette fois de la prison d'État, c'était d'Antoine. Contrairement à la lettre de Robert, celle-ci était courte. Presque abrupti, Lucie, je sais que tu vas probablement déchirer ça sans le lire. Je sais que tu me hais et tu as raison. Ainsi que nous avons fait n'a pas d'excuse. J'écris parce que j'ai entendu que Robert t'a envoyé une lettre. Il essaie de jouer le repenti, le rien-il, mais ne le crois pas. Il a participé à tout de son plein gré. Je ne demande pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je paie pour ce que j'ai fait ici en prison. Quand il découvre pourquoi tu es là, ta vie devient un enfer. Même les pires criminels ne respectent pas quelqu'un qui fait ce que nous avons fait. Peut-être que ça te donne un certain réconfort de savoir que nous souffrons, je l'espère. Antoine, cette lettre, contrairement à la première, je la déchirais en morceaux et la jetais à la poubelle. Je disais pas à mes parents que je l'avais reçue. Je voulais pas rouvrir cette blessure, ne voulais pas voir le regard de douleur dans leurs yeux. Les mots d'Antoine me hantaient pendant des jours. Pas per remord, ou pitié pour lui, mais parce qu'il confirmait quelque chose que j'avais toujours soupçonné. Robert n'était pas juste une victime des circonstances. Il avait choisi de participer, comme Antoine l'avait dit. Quelques semaines plus tard, une troisième lettre arrivait, dit Joseph. Je n'ouvrais même pas, je la jetais directement dans le feu. Regardant le papier être consumé par les flammes, so heightened, que mes souvenirs puissent être détruits avec la même facilité en 1970, quand j'avais 18 ans, une décision difficile se présentait. Robert avait purgé sa peine et serait libéré. Il ne savait pas où nous étions, mais il pourrait le découvrir s'il le voulait. La possibilité d'une réunion, même accidentelle, m'est-elle faite. Devons-nous déménager à nouveau? Demandai-je à mes parents pendant le dîner. Et s'il vient nous chercher, mon père, qui savait pas pour les lettres, était surpris par mon inquiétude soudaine. Il ne sait pas où nous sommes, princesse. Et même s'il le découvrait, je ne le laisserai jamais s'approcher de toi, mais tu ne seras pas avec moi tout le temps, argumentai-je. Et si je le croise dans la rue, s'il se présente à l'école, ma mère, qui était plus silencieuse que d'habitude, parlait enfin. Peut-être est-il temps d'affronter ses peurs. Ma fille, nous ne pouvons pas fuir éternellement. J'étais choquée. Ma mère, qui avait plongé dans la dépression, après avoir découvert ce qui s'était passé, parlait maintenant d'affronter
de ne pas fuir. Que veux-tu dire, maman? Je veux dire que la vie continue. Robert a purgé sa peine. Tu grandis, tu iras bientôt à l'université. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur pour toujours. Mon père la regardait comme si elle était devenue folle. Es-tu en train de défendre ce monstre? Non, répondait-elle fermement. Je ne défendrai jamais ce qu'ils ont fait. Mais Robert était le plus jeune, il était influencé par les autres, peut être interrompait mon père, sa voix montant, peut être, devrions-nous l'inviter à dîner, prétendre que rien ne s'est passé? Georges, ce n'est pas ce que je dis, et tu le sais, je pense juste que vivre avec tant de haine, tant de peur, ne nous mène nulle part. Regarde-nous, nous prétendons être une famille normale, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes coincés dans ce jour, dans ce salon, pour toujours. C'était la première fois que je voyais mes parents se disputer sérieusement depuis la découverte des abus. C'était comme si une écluse s'était rompue, libérant des années de sentiments réprimés. Perdriez-vous votre fils? Continuait ma mère, pleurant maintenant. Nerverezus jamais Robert. Même pas pour entendre ce qu'il a à dire. Il n'est plus mon fils, répondait mon père. Mais sa voix avait perdu sa conviction. Aucun d'eux ne l'est. J'observais cette discussion en silence, sentant quelque chose d'étrange grandir en moi. Ce n'était pas du pardon, ce ne serait jamais du pardon, mais peut-être était-ce de l'acceptation. L'acceptation, qu'est-ce qui s'était passé faisait partie de mon histoire et que fuir ne changerait pas cela. Je ne veux pas voir Robert, disais-je enfin, interrompant leur dispute. Je ne suis pas prête pour ça, et peut-être ne le serai jamais, mais je ne veux pas non plus fuir à nouveau. C'est notre maison maintenant, notre vie. Mes parents me regardaient surpris par ma fermeté. Je réalisais que pour la première fois depuis les abus, je prenais une décision sur ma propre vie, pas seulement accepter ce qu'il décidait pour moi. J'ai peur, avouai-je, mais je veux pas que cette peur contrôle chaque pas que je fais pour le reste de ma vie. Mon père se levait et me serrait fort dans ses bras, comme quand j'étais petite. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, princesse, disait-il, sa voix se brisant, bien plus courageuse que moi. Cette nuit-là marquait un tournant dans notre famille. C'était pas une guérison magique. Les cicatrices restaient, les cauchemars apparaissaient encore occasionnellement. Les souvenirs douloureux surgissaient parfois de nulle part, mais quelque chose avait fondamentalement changé. Pour la première fois depuis que tout s'était passé, je sentais que je pouvais avoir un avenir qui n'était pas complètement défini par mon passé. And 1971, j'étais acceptée à la faculté d'éducation à Rennes. J'allais déménager, vivre dans un dortoir avec d'autres étudiants, commencer une vie indépendante. Mes parents étaient fiers, mais aussi terrifiés. Est-ce que tu es prête
ma fille, demandait ma mère, en m'aidant à faire mes bagages. Rennes est une grande ville. Tangrus, je suis prête. Marman, répondais-je, me surprenant par la certitude dans ma voix, je ne peux pas laisser la peur m'empêcher de vivre. Cette nuit-là, à la veille de mon départ, j'avais un rêve différent. C'était pas un cauchemar comme les nombreux qui m'avaient tourmenté pendant des années. C'était un rêve de libération. Je rêvais que j'étais dans un champ ouvert, sous un ciel bleu infini, et que je pouvais courir sans m'arrêter, sans rien qui me retenait, sans personne qui me poursuivait. Je me réveillais avec des larmes dans les yeux, mais pour la première fois depuis longtemps, c'était des larmes d'espoir. Rennes en 1971 était un monde complètement différent de Vannes. Des immeubles hauts remplaçaient les maisons coloniales, des avenues larges au lieu des ruelles pavées, des foules d'étrangers au lieu de visages familiers. Les premiers jours, dans le dortoir étudiant, je ressentais de la peur, cette vieille peur qui m'accompagnait comme une ombre, mais il y avait maintenant quelque chose de différent, une nouvelle détermination, une force que je ne savais pas exister en moi. Le dortoir était dans le quartier centre-ville, un endroit animé, plein de jeunes. Nous étions 6 filles, partageant un appartement de 3 chambres. Mes colocataires étaient bruyantes, joyeuses, pleines de projets et de rêves, si différentes de moi, qui portaient des cicatrices invisibles que personne là-bas ne connaissait. Lucie, tu es toujours si silencieuse, disait Christine Laurent, ma colocataire, une fille de Brest qui étudiait le droit. Tu dois sortir plus. Profiter de la vie, progressivement, je m'ouvrais, pas sur mon passé, cela restait un secret gardé sous cette clé, mais sur mes goûts, mes opinions, mes rêves pour l'avenir. Je découvrais que j'aimais la musique, surtout Georges Brassens, qui était très populaire à l'époque, que j'avais un talent pour le dessin, que j'aimais les petits-enfants. Tu vas être une enseignante incroyable, me disait Christine un jour, après m'avoir vue aider l'enfant du voisin avec ses devoirs. Tu as de la patience, tu as de l'affection, c'est dont les enfants ont besoin. La faculté d'éducation ouvrait mes horizons de manière que je n'avais jamais imaginée. J'apprenais sur le développement des enfants, la psychologie, les méthodes d'enseignement. Chaque cours était comme une fenêtre s'ouvrant sur un nouveau monde, un monde où je pouvais faire une différence dans la vie d'autres enfants. Les expériences traumatiques de l'enfance peuvent profondément marquer le développement émotionnel, expliquait ma professeure de psychologie éducative un jour, mais avec un soutien adéquat. La résilience humaine est surprenante. Ces mots touchaient quelque chose de profond en moi. La résilience, la capacité à récupérer, à s'adapter, à grandir malgré les adversités. C'était ce que je construisais jour après jour, sans même m'en rendre compte. Mes parents m'appelaient chaque semaine inquiète, me manquant pendant les premières vacances. Quand je rentrais à Vannes, je remarquais qu'il semblait plus vieux, plus fatigué. Mon père
qui avait toujours été un homme fort, avait maintenant les épaules voûtées, comme s'il portait un poids invisible. Ma mère, bien que souriant parfois davantage, avait un regard distant, perdu dans des pensées que je ne pouvais qu'imaginer. Vas-tu bien? Demandai-je pendant le dîner. Nous allons bien, répondait mon père, tenant la main de ma mère sur la table. Tu nous manques juste, princesse. Allez. Pendant cette visite, je réalisais que c'était pas seulement moi qui avait besoin d'avancer. Mes parents étaient aussi coincés dans le passé, revivant ce jour. Terrible encore. Et en cours, c'était comme si le temps s'était arrêté pour nous. 3 en juin 1966. Vous devez vivre aussi, leur disais-je, la nuit avant de retourner à Rennes. Vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie à attendre mes visites, à vous inquiéter pour moi. Mon père souriait, ce sourire triste qui était devenu sa marque. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ma fille, Yesais, répondais-je, le serrant dans mes bras. Croyez-moi, je sais. De retour à Rennes, je m'immergeais dans les études avec encore plus de détermination. Je ne construisais pas seulement un avenir pour moi, j'essayais de prouver qu'il était possible de surmonter le passé, que les cicatrices pouvaient devenir des marques d'une bataille gagnée. En 2e année d'université, je rencontrais Jean. Il étudiait l'ingénierie à l'université et vivait dans un dortoir près du nôtre. Nous nous rencontrions à une fête d'anniversaire d'un ami commun. Il m'offrait un verre de limonade, commentait la musique qui jouait et nous parlions pendant des heures de tout. Edrine, Jean était différent des autres garçons qui avaient essayé de m'approcher. Il n'était pas insistant, n'essayait pas de m'impressionner. Il avait un calme, une douceur naturelle qui me faisait me sentir en sécurité autour de lui. Puis-je t'appeler un jour? Demandait-il. Quand la fête se terminait, j'hésitais. Les relations ne faisaient pas partie de mes plans. L'idée d'intimité, de faire confiance à quelqu'un à ce point me terrifiait. Juste pour parler, ajoutait-il, remarquant mon hésitation sans pression, je hochais la tête, ressentant un mélange de peur et une nouvelle émotion que je ne pouvais pas nommer. Jean appelait 3 jours plus tard et la semaine suivante et la suivante. Nos conversations étaient simples sur les livres, les films, les cours, l'avenir. Il ne posait jamais de questions sur mon passé, ne forçait jamais des sujets qui me mettaient mal à l'aise. Lors de notre premier rendez-vous seul, nous allions au cinéma voir l'histoire d'amour, qui était un succès à l'époque quand il essayait de prendre ma main dans l'obscurité. Je réagissais instinctivement, m'éloignant, comme si j'avais reçu un choc électrique. Désolé, murmurait-il, sans insister. Je ne ferai rien. Que tu ne veux pas? Cette phrase est simple, si évidente, mais si puissante, résonnait dans ma tête pendant des jours. Je ne ferai rien. Que tu ne veux pas, c'était la première fois que quelqu'un me disait cela, qui reconnaissait mon droit de dire non, d'établir des limites. Dans les semaines suivantes, notre amitié grandissait. Jean était patient,
respectueux, ne franchissait jamais les limites que j'établissais. Quand j'avais enfin le courage de prendre sa main pendant une promenade dans le parc de la Brière, je ressentais quelque chose que j'avais pas connu depuis des années, la paix. Il y a quelque chose dans ton passé qui t'a beaucoup fait mal, n'est-ce pas? Demandait Jean un jour, alors que nous étions assis près de la rivière. Tu n'as pas à me le dire. Je veux juste que tu saches que quand tu seras prête, si tu l'es un jour, je serai là pour écouter. Je sentais des larmes dans mes yeux. Comment savait-il? Comment comprenait-il si bien ce que je ressentais sans que j'aie besoin d'expliquer merci, était tout ce que je pouvais dire. Notre relation progressait lentement, à mon rythme. Chaque barrière que je réussissais à surmonter était célébrée comme une victoire. Le premier baiser, des mois après notre rencontre, la première fois que je parlais de ma famille, même superficiellement, la première fois que je le présentais à mes parents lors de leur visite à Rennes, mon père, toujours protecteur, l'examinait avec des yeux suspicieux. Ma mère, plus intuitive, remarquait immédiatement que Jean était spécial. Il a de bons yeux, me disait-elle plus tard, quand nous étions seuls. Des yeux de quelqu'un qui respecte en 1974, en dernière année d'université, je recevais des nouvelles qui secouaient à nouveau mon monde. Antoine et Joseph avaient été libérés pour bonne conduite après avoir purgé à peine plus de la moitié de leur peine. La lettre qui m'informait de cela venait de mon ancien avocat à Saint-Nazaire qui pensait que je devais savoir. Ils ne savent pas où vous êtes, m'assurait-il dans la lettre, et ils ont été interdits d'essayer de prendre contact. Même ainsi, la peur revenait de toute sa force, et s'il me cherchait, et s'il voulait se venger d'avoir été emprisonné pendant des jours, je ne pouvais pas dormir. Recommençais à avoir des cauchemars, commençais à voir des dangers dans chaque ombre. J'en remarquais que quelque chose n'allait pas, mais ne me pressait pas. Il était juste là, offrant un soutien silencieux, respectant mon espace. C'était à ce moment que je prenais une décision qui changerait ma vie pour toujours. J'ai besoin de te dire quelque chose, disais-je à Jean une nuit, assise dans le petit appartement qu'il avait loué après avoir obtenu son diplôme, sur mon passé, sur pourquoi je suis comme je suis. Il prenait ma main, ses yeux pleins de compréhension. Seulement, si tu veux le sais, ça ne doit pas être aujourd'hui, ça ne doit pas être jamais si c'est trop douloureux, mais j'avais besoin de le faire pour la première fois. Je racontais toute l'histoire depuis le premier jour dans la cuisine de ma maison à Saint-Nazaire jusqu'à la découverte de mon père, l'emprisonnement de mes frères, notre fuite à Vannes. Je parlais sans m'arrêter, les mots sortant comme un torrent retenu pendant des années. Jean écoutait en silence, tenant mes mains, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Quand je finissais, épuisée émotionnellement et physiquement, il me serrait dans ses bras avec une telle douceur
que je commençais à pleurer à nouveau. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, disait-il simplement, et je t'aime, Rinde, que tu m'as dit, ne change Sheila. Rien, cette nuit-là, marquait le véritable début de ma guérison. Partager mon histoire, mon secret le plus sombre, et être accepté, aimé malgré cela, ou peut être encore plus à cause de cela, était libérateur d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. Dans les semaines qui suivaient, avec le soutien de Jean, je prenais une autre décision difficile, affronter mes frères, pas en personne, je n'étais pas encore prête pour cela, mais par des lettres, 3 lettres, une pour chacun d'eux, à Robert, j'écrivais sur comment sa participation aux abus, même étant le plus jeune, même prétendant avoir été forcé, m'avait profondément blessée. Je lui disais comment j'avais passé des années à essayer de comprendre comment mon propre frère, que j'aimais et en qui j'avais confiance, pouvait faire partie de quelque chose d'aussi horrible. Je ne te hais plus, écrivais-je à la fin, mais je ne peux pas non plus te pardonner complètement. Est-ce que je peux faire, c'est souhaiter que tu trouves la paix, que tu reconstruises ta vie, que tu ne causes plus jamais de douleur à qui que ce soit, à Joseph, mon frère cadet, toujours distant, toujours froid. J'écrivais sur la colère que j'avais ressentie pendant des années, comment lui, qui aurait dû me protéger en tant que frère aîné, choisissait de rejoindre Antoine dans les abus. J'espère que le temps en prison t'a fait réfléchir. J'écrivais à Joseph, j'espère que tu comprends la gravité de ce que tu as fait. Je ne veux plus te revoir, je ne veux pas de contact, mais je veux que tout saches que je ne vivrai plus dans la peur de toi. La lettre à Antoine, le leader, l'instigateur, était la plus difficile. Pendant des jours, je fixais la feuille blanche, incapable de trouver des mots qui exprimaient la profondeur de ma douleur, ma colère, mon mépris. Tu as volé mon enfance, finissais-je par écrire. Tu as volé mon innocence, ma confiance, ma capacité à me sentir en sécurité. Pendant des années, tu as contrôlé ma vie par la peur. Mais cela s'arrête maintenant. Je n'ai plus peur de toi. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. J'envoyais les 3 lettres le même jour, sans attendre de réponse, sans vouloir de réponse. C'était un acte symbolique, une déclaration d'indépendance. À partir de ce moment, je ne serai plus définie comme une victime de mes frères. Je serai définie par mes propres choix, mon propre chemin. En décembre 1974, je terminais mes études en éducation. Mes parents étaient dans le public, des sourires fiers sur leurs visages marqués par le temps. Jean était à mes côtés, applaudissant plus fort que tout le monde. Quand je recevais mon diplôme, 2 semaines plus tard, il me demandait en mariage. Je n'ai pas grand-chose à offrir, sauf mon amour, disait-il, me montrant une bague simple, mais je promets de prendre soin de toi, de respecter tes limites, de construire une vie où tu te sentiras en sécurité et aimé. J'hésitais, non pas
par manque d'amour. J'aimais Jean plus que je n'imaginais possible d'aimer quelqu'un, mais par peur. Peur de ne pas pouvoir être une épouse complète. Peur que mes cicatrices soient trop profondes. Et si je ne peux jamais, tu sais, murmurais-je, embarrassée. Si le traumatisme est trop fort, j'en souriais, ce sourire doux qui m'avait conquise dès le début. Lucie, le mariage, ce n'est pas seulement ça, c'est de la compagnie, de l'amitié, construire quelque chose ensemble. Le reste vient quand il vient, s'il vient, et s'il ne vient pas, nous aurons toujours tout cela. Nous nous marions en mars 1975 dans une cérémonie simple à Vannes. C'était une journée ensoleillée, parfumée de fleurs de cerisier. Mon père m'accompagnait dans l'allée, des larmes dans les yeux. « Tu mérites tout le bonheur du monde, princesse », murmurait-il. Chaque jour, il remercie Dieu que tu aies survécu, que tu sois devenue cette femme incroyable. Notre vie de mariée commençait dans un petit appartement à Rennes. Jean travaillait dans une entreprise de construction. J'obtenais un emploi d'enseignante dans une école primaire. Nous étions jeunes, amoureux, pleins de rêves. L'intimité physique était un défi. Comme nous l'attendions, il y avait des nuits de larmes, de souvenirs douloureux qui refaisaient surface, de panique. Mais Jean ne me pressait jamais, ne montrait jamais de frustration. Il attendait patiemment, m'aimant de la manière dont je pouvais l'accepter. 1976, je découvrais que j'étais enceinte. C'était un mélange de joie et de terreur. Les médecins avaient dit que je pourrais ne jamais pouvoir avoir d'enfant à cause des dommages causés par les abus. Et une partie de moi craignait de ne pas savoir être mère, de ne pas savoir protéger un enfant quand ma propre enfance avait été si violée. Nous y arriverons, m'assurait Jean, tenant ma main alors que nous regardions ensemble la première échographie. Marie naissait en janvier 1977, une fille en bonne santé avec les yeux de son père, et, disait-il, mon sourire. La tenir dans mes bras pour la première fois était comme un miracle, si petite, si parfaite, si confiante envers le monde, sans idée du mal, qui pouvait exister. Je te protégerai, promettaisie, embrassant son front doux, toujours être mère, me guérissait de manière que je n'avais jamais imaginé possible. Voir Marie grandir, me faisant entièrement confiance, me montrait que je pouvais être forte, que je pouvais protéger, que je pouvais aimer sans réserve. Quand Pierre naissait en 1980 et ensuite in 1993. Notre famille était complète. Mes parents, Vielis, voyant grandir leurs petits-enfants, trouvaient dans les petits une joie que je pensais qu'ils ne reverraient jamais. Mon père, en particulier, semblait revivre à travers eux, jouant, racontant des histoires, étant le grand-père aimant qu'il était toujours destiné à être en 1985. Je recevais une lettre inattendue, c'était de Robert. Je ne l'ouvrais pas immédiatement.
l'a laissé sur la table de la cuisine pendant des jours, incertaine de ce que je devais faire. Enfin, on me dit: «Ma che calme», pendant que les enfants jouaient dans la cour arrière et que Jean lisait le journal. «Ja prenes curage, chère Lucie, j'ai reçu ta lettre, il y a des années, et j'ai compris ta position, je n'attendais pas de réponse et je n'en attends pas maintenant. Je voulais juste, que tu saches que ta lettre a changé ma vie. Tes mots, durs mais justes, m'ont vraiment fait voir le mal que j'ai causé ces dernières années. J'ai reconstruit ma vie. J'ai fini mes études, obtenu un emploi stable, rencontré une femme bien qui connaît mon passé et m'a quand même accepté. Je fais de la thérapie régulièrement et je travaille comme bénévole dans une institution qui aide les enfants victimes d'abus. Je ne demande pas à revenir dans ta vie. Je sais que c'est impossible. Je voulais juste que tu saches que tes mots ont eu un impact, qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, et que je souhaite du fond de mon cœur que tu aies trouvé la paix et le bonheur que tu mérites. Si un jour tu veux répondre, en savoir plus sur ma vie maintenant, je serai heureux. Mais je comprends parfaitement si tu préfères que ce soit la dernière communication entre nous, avec affection et remords sincères. Robert, Nina, je montrais la lettre à Jean, qui la lisait en silence. Que veux-tu faire? Demandait-il simplement. Je réfléchissais longtemps. La fille blessée en moi voulait déchirer la lettre. Ignore que Robert existait, mais la femme que j'étais devenue, enseignante, épouse, mère, pouvait voir quelque chose au-delà de la colère. Je pense que je vais répondre. Décidai-je, enfin, pas pour reprendre contact, pas pour pardonner complètement, mais pour montrer que j'ai survécu, que j'ai construit une bonne vie malgré ce qu'ils ont fait. Ma réponse était brève, contenant seulement des informations de base sur ma vie. Mon mariage, mes enfants, ma carrière d'enseignante, je n'incluais pas de photos ni d'adresse. Juste un simple récit de ce que j'étais devenue. Je suis contente que tu aies trouvé un chemin vers la rédemption, écrivais-je à la fin. C'est le plus que je peux dire maintenant. Je ne recevais jamais de nouvelles d'Antoine ou de Joseph des années plus tard. J'apprenais par une connaissance de Saint-Nazaire que Antoine était mort dans une bagarre de bar en 1990 et que Joseph avait déménagé sur la côte ouest, perdant contact avec tout le monde. Robert répondait une fois, me remerciant d'avoir écrit, disant qu'il était marié et attendait son premier enfant. Je ne répondais pas cette fois et il respectait mon silence. La vie continuait son cours. Mes enfants grandissaient fort et en sécurité, sans connaître mon sombre passé. Mon père décédé en 1992. En paix, sachant que j'allais bien. Ma mère le suivait 2 ans plus tard, décédant dans son sommeil, comme si elle ne voulait pas rester sans lui plus longtemps. Jean et moi vieillissions ensemble, regardant nos enfants obtenir leur diplôme. Se marier, nous donner des petits-enfants, l'amour
entre nous, qui avait commencé si timidement, grandissait et se transformait en quelque chose de profond et d'inébranlable. Il ne cessait jamais d'être cet homme patient, qui respectait mes limites, qui me faisait me sentir en sécurité. En 2010, déjà grand-mère de 4 petits-enfants, je prenais une décision que je n'avais jamais imaginé faire. J'écrivais à Robert, demandant à le rencontrer, pas pour lui, mais pour moi, pour fermer définitivement ce chapitre. Nous nous rencontrons dans un café au centre de Rennes. Il était très différent, cheveux gris, rides profondes, lunettes de lecture. Il ne ressemblait en rien à l'adolescent qui avait participé à mon tourment. Nous parlions pendant presque 2 heures de nos vies de nos infancias, de nos regrets. Je n'ai jamais cessé d'être désolée, disait-il, les yeux baissés. Pas un seul jour. Yes, size, répondais-je, surprise de ne pas ressentir de colère, juste une tristesse distante, et j'espère que tu ne le feras jamais. C'était pas une réunion de réconciliation. Il n'y avait pas d'étreinte, pas des promesses de rester en contact. C'était une clôture, une rencontre pour tourner définitivement la page. Quand nous nous disions au revoir, il demandait « As-tu pu être heureuse ?» Lucie, malgré tout, je pensais à Jean, à nos enfants, à nos petits-enfants, à la vie que nous avions construite ensemble. Oui, répondais-je sincèrement, très heureuse, et c'était la plus grande victoire, ne pas avoir permis à ces mois d'horreur de définir toute mon existence, avoir choisi la vie, l'amour, le bonheur, malgré les cicatrices. Aujourd'hui, à 73 ans, je regarde en arrière et vois un chemin difficile, mais qui valait la peine d'être parcouru. Je suis grand-mère de 7 petits-enfants merveilleux, une enseignante à la retraite qui a aidé des centaines d'enfants, une femme qui a appris que les pires blessures peuvent guérir si nous leur donnons du temps et des soins. Mes chers, qui m'avez regardé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté avec tant d'attention. Si je raconte cette histoire aujourd'hui, après tant d'années de silence, c'est parce que je crois qu'elle peut aider quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire pour dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un chemin au-delà de la douleur. Si vous faites face à votre propre vallée d'ombre, souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. La guérison peut être lente, elle peut être difficile, mais elle est possible